Bonsoir et bienvenue à l'émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, je reçois deux Français de passage à Bucarest, Julie Pasquet, cofondatrice du collectif Le Bruit qui court, et Faisal Abderrezek, enseignant et directeur artistique de l'association de création radiophonique Partons à la campagne. Avec eux, nous allons bien sûr parler de ce qu'ils sont venus faire en Roumanie, de leurs ressentis par rapport au pays, aux gens qu'ils ont rencontrés, mais aussi de l'impact de leurs actions ici et ailleurs, et plus largement, de leur vision du monde actuel, de leurs inquiétudes et espoirs. Julie Pasquet, Faisal Abderrezek, bonsoir. 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 Nous sommes ravis de vous accueillir et d'avoir la chance, parce que vous êtes de passage, de vous avoir au studio de RFI Roumanie à Bucarest. Alors, Julie Pasquet, on va commencer par vous, si vous le voulez bien. Comme je le disais dans l'introduction, j'ai envie qu'on rentre un petit peu dans l'intime de votre engagement, et à vous également, Faisal. Mais en premier lieu, évidemment, pourriez-vous nous dire ce que vous êtes venu faire en Roumanie et comment les choses se passent ? Eh ben, je suis venue en Roumanie sur invitation de l'ambassade de France et de l'Institut français pour venir parler de mon engagement en tant que jeune et dans le cadre de leur forum sur la jeunesse. Donc, ils organisent cette journée et même cette semaine avec plein d'ateliers et plein d'espaces de discussion sur comment les jeunes s'engagent. Cette semaine Cette semaine. C'était aujourd'hui, c'était vraiment tout à l'heure. Et donc, moi, j'ai été invitée pour venir parler de mon engagement et essayer du mieux que je peux, en tout cas, d'inspirer ou de semer des graines pour inviter d'autres jeunes à faire de même par la suite. Alors, quel est ce bruit qui court ? Eh bien, ce Bruit qui court, c'est un collectif d'artivistes. Et souvent, les gens me disent « artiviste », mais j'ai jamais entendu ce mot, c'est nouveau ça. Donc, en gros, artiviste, ça veut dire qu'on rassemble des artistes et des militants, des activistes. Et on utilise l'art sous toutes ses formes pour venir parler de sujets environnementaux et de sujets sociaux. Donc, on prend vraiment l'idée, c'est de se dire que la créativité, que l'art, le beau et toutes les émotions que l'art transmet, ça peut avoir un vrai impact et ça peut être un vrai moyen de toucher plus largement les gens sur ces sujets qui sont importants, en tout cas à mes yeux. Et donc, on a un collectif avec 500 bénévoles maintenant et des gens qui sont des artistes professionnels qui font du théâtre, de la danse, du dessin, de l'écriture, du graphisme et d'autres qui sont plutôt du côté activiste et on mélange ces deux univers pour faire des belles choses ensemble. Voilà. Très belle présentation, et on va aller un petit peu plus loin. Faisal Abderrezek, je vais vous poser la même question. Quelles ont été vos activités ici et votre expérience avant l'entretien, vous me disiez que vous êtes passé d'abord par Buzău et Constanța cet été, hein, c'est ça ? Exactement, c'est peut-être la suite de ce travail que je suis en train d'entreprendre cette semaine avec mon association. L'idée, c'est de travailler sur la radio, sur le podcast, comme un moyen de développer des liens entre les gens, de poser des problèmes, de se parler tout simplement. C'est un travail qui a été engagé par notre association en Roumanie cet été. Et là, nous sommes réinvités à l'occasion de ce forum de la jeunesse par l'ambassade pour poursuivre ce travail. Et nous sommes en train, là, dans la semaine où nous parlons, d'intervenir dans deux lycées de Bucarest, la Scoala Centrala et Spiru Aret, voilà, où nous menons des ateliers. Deux beaux lycées. De très beaux lycées, voilà, avec des élèves qui apprennent le français, qui ont beaucoup de choses à dire et qui sont, je pense, très heureux de pratiquer des ateliers avec nous, tout simplement, pour poser des sujets un petit peu autrement, utiliser d'autres méthodes pédagogiques peut-être. Et c'est cette idée-là qui est intéressante cette semaine. Alors, je vais vous poser après, Faisal Abderrezek, quelques questions, je dirais, d'ordre plus professionnel sur votre travail avec le son, parce que j'en suis très curieux. Je reviens à vous, Julie Pasquet, sur le site qui est très bien fait, votre site du Bruit qui court. Il y a une petite vidéo où vous expliquez donc ce que vous étiez en train de dire, hein, votre intention d'impliquer les gens par l'art, les émotions, afin qu'ils s'interrogent et éventuellement agissent. Depuis que vous avez monté le Bruit qui court en 2021, ça, vous ne l'aviez pas dit, hein, oui, c'est vrai. Je le rajoute. Qu'est-ce qui vous a le plus agréablement surpris dans la réaction des gens et ce qui continue de vous désoler ? Une bonne question. Je pense que la première chose qui me fascine toujours, c'est qu'au final, la première cible avec le Bruit qui court qu'on a, ce sont les personnes qui nous rejoignent. Ce sont nos militants, nos militantes, nos bénévoles. Et de voir à quel point le fait de venir mettre de la créativité dans leur vie, ça leur fait du bien.
Et en fait, je le dis toujours, moi, ce combat notamment écologique et tous ces sujets sociaux, on est sur un marathon là, pas vraiment un sprint. Donc il va falloir qu'on tienne sur la durée et pour ça, il faut qu'on prenne soin de nous. Et les espaces militants sont parfois des espaces qui sont vraiment pas simples, encore plus avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Et donc nous, je suis toujours fascinée de voir à quel point les gens adorent travailler avec nous et restent dans notre collectif parce qu'on apporte quelque chose de nouveau et on apporte de la joie. Et ça, c'est aussi quelque chose que je porte énormément. La joie militante, c'est une joie qui est réaliste face aux sujets qui nous entourent et à l'état du monde, mais qui fait un bien fou et qui amène à s'engager par la suite. Donc vraiment, ça, c'est ce qui me fascine le plus. C'est l'effet que ça a sur nos propres bénévoles. Et après, sur ce qui continue de me désoler, il y a tellement de choses aujourd'hui qui me désolent. Mais je crois que je suis quand même très inquiète des enjeux démocratiques aujourd'hui et c'est un sujet qu'on essaie de traiter avec le bruit qui court. Et notamment, nous, on travaille pas mal avec les jeunes et comment les jeunes voient la démocratie, qu'est-ce qui est important, comment est-ce qu'on se reconnecte aux institutions, comment est-ce qu'on recroit en la politique. Enfin, moi, c'est vraiment des thématiques qui me touchent. Et ça me désole de voir aujourd'hui l'état dans lequel est notre démocratie. J'avoue que ça, c'est un vrai sujet qui me fait peur. Ouais. Quand vous dites notre démocratie, c'est au niveau mondial, c'est pas simplement la France. Pas simplement la France, ouais, partout. Parce que même là, en Roumanie, il y a plein de choses qui se passent aussi par rapport à ce sujet. Donc, ouais, ça, je sens que vraiment, c'est une vraie préoccupation pour moi et pour les gens qui m'entourent, qui sont engagés. Faisal Abderrezek, cette fois-ci, j'aimerais vous poser une autre question, pas la même. Comment, et donc sur le son, je n'arrête pas d'être agréablement surpris de voir, ou plutôt d'entendre, comment le son, notamment à travers les podcasts, dont on entend beaucoup parler, arrive à s'imposer toujours plus dans un monde d'images. Comment vous l'expliquez ? Mais il y a quelque chose de magique dans ce que le son rend possible. Et c'est vrai que ça, c'est fascinant pour moi aussi. C'est fascinant pour moi aussi de se dire que dans un monde d'images, le son, la radio qu'on donnait morte depuis des années, est incroyablement vivace et est un lien direct avec l'émotion. Moi, c'est ce que je ressens dans les ateliers que j'anime ici avec les jeunes ou les enfants, ou dans notre pratique habituelle d'association. Dans le travail avec des gens très âgés, nous travaillons aussi, nous allons recueillir des témoignages, des souvenirs de personnes très isolées. Et à chaque fois, cette arrivée par le micro, par le son, crée quelque chose de solennel et quelque chose en même temps d'évident. Si on revient peut-être aux jeunes qui nous occupent là cette semaine, peut-être qu'on gagne parce qu'on est totalement en dehors de leur code. Autant la vidéo est extrêmement codifiée et implique une mise en scène de soi-même en train de se mettre en scène. Enfin, c'est quelque chose d'épouvantable. Arriver avec le son, c'est tomber tous les masques et on se retrouve tous dans la plaine. Et maintenant, on va pouvoir se parler. Il se passe quelque chose d'incroyable. Et ce pari que nous avons fait en lançant l'association à partir de simplement du son, on a eu peur au début, on s'est dit, mais nous on y croit, mais peut-être qu'on est juste totalement fou et que ça n'ira pas plus loin que le pas de notre porte, et ce n'est pas du tout le cas. C'est vraiment fascinant, et je pense un jour dans les images que font venir le son, justement, à ce qui se passe quand on travaille avec des enfants, par exemple, et qu'à un moment, ils ont le casque sur les oreilles et découvrent ce que ça fait d'entendre sa voix, ou d'aller chercher un son et de pouvoir contrôler une prise de son. C'est-à-dire que ce n'est plus quelque chose qui nous glisse dessus. Je pense que le son, à un moment, peut glisser sur les gens. Autant l'image s'impose, le son peut glisser. Et à un moment, on peut aller chercher ce son, on peut le répéter, le fabriquer. Et là, on n'arrête plus des enfants qui font ça. Il y a une espèce de magie qui s'empare d'eux. Et enfin, je sais qu'on peut rester des heures à prendre du son comme ça, sans discontinuer, et tellement c'est fascinant pour eux. Et je trouve que très intéressant dans l'essence de ce que vous faites, c'est ce que vous dites, ce lien intergénérationnel, c'est-à-dire que vous arrivez à travers le son à faire que les jeunes et les moins jeunes qui se parlent parfois peu arrivent à communiquer simplement en s'écoutant. Oui, c'est ça. C'est une démarche, l'écoute, en fait. Ça demande de pouvoir se poser et de vouloir s'y consacrer. Donc c'est ce travail-là qui est possible, et des choses se disent
qu'on ne se dirait pas si on était simplement assis autour de la table. À partir du moment où il y a ce micro, où il y a cette idée que ta parole a de l'importance, qu'on a des choses à se dire et qu'on a envie d'en savoir plus sur ce que tu es en train de me dire, à partir de là, quelque chose se rétablit, je pense. Je pense qu'on est dans l'ordre du rétablissement dans la relation humaine. Et là, par exemple, je vous parle, je porte le casque, et c'est vrai que j'entends ma voix, et c'est assez agréable. Est-ce que vous sentez aussi la différence quand on met le casque à un jeune qui peut écouter sa voix, ou quand on l'enregistre, mais sans casque, enfin sans qu'il mette le casque? Il y a aussi une différence, vous voyez? Ah oui, il y a une nette différence parce que ça crée une concentration. D'ailleurs, moi, je suis très frustré de ne pas avoir de casque là en ce moment. J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. J'ai pas l'habitude de parler à un micro sans casque parce que pour moi, c'est essentiel. Alors que beaucoup de gens qui prennent du son se fient simplement au vumètre, à ce qui se passe visuellement sur l'enregistreur. Ça me paraît fou. Il faut à un moment entrer dans cette immersion qui fait que le monde se restructure autour de cette prise de son. Et ça fonctionne effectivement quand on fait des enregistrements là dans les ateliers avec les enfants. Il y a des moments sans casque où effectivement ils vont être dans une prise de son beaucoup plus large. Mais à partir du moment où on va être dans l'idée d'une voix qui doit se détacher, d'un texte qui doit être dit, le casque est absolument nécessaire et on ne travaille pas sans écoute. Oui. Alors, j'aimerais là maintenant qu'on aborde toutes ces questions d'une façon quelque part un peu plus intime. On va aller jusqu'où on peut aller. Ça sera vous qui décidez. Quand on voyage un peu, on se rend compte que quand même la France est un pays assez privilégié. Le monde associatif y est très riche. Le soutien à la culture y est important, même s'il a tendance à se réduire. Alors, en venant ici, Julie, vous me disiez que vous étiez en train de traverser l'Europe, donc vous voyez du paysage et du monde. Pour vous, Faisal, c'est la même chose. Qu'est-ce qui vous rend, encore une fois, de façon générale, vous particulièrement pessimiste et optimiste en même temps? Donc je vous repose un petit peu la même question. Excusez-moi d'insister. Je vais commencer sur le pessimisme, comme ça après je fais l'optimiste, que je suis plutôt du côté optimiste. Donc c'est bien ça, vous l'aviez pas dit, d'accord. Oui, moi je suis plutôt du côté enthousiaste, joie, espoir, et je pense que c'est ça qui rassemble principalement les gens. Moi déjà je réfléchis parce que vraiment ce voyage m'a pas apporté des grands moments de pessimisme. Peut-être que juste je me rends compte en effet là en discutant avec les jeunes, parce que j'ai eu l'occasion d'aller au lycée français hier et de passer pas mal de temps avec les jeunes. Il y a quand même un peu un sentiment d'impuissance en mode mais qu'est-ce que je peux faire par rapport à tout ce qui se passe, quoi? On a beaucoup parlé d'écologie, des ordres de grandeur sur le dérèglement climatique. Vous les sentez concernés? Oui, clairement, concernés et déjà conscients des enjeux. Enfin, moi, j'ai ramené quelques notions et quelques chiffres, mais ils avaient déjà une vraie conscience écologique. Mais il y avait ils sont venus à la cantine après me chercher en me disant « Mais madame, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi? Qu'est-ce que je peux faire, moi, là, dans mon lycée, je suis en 5e, ou dans mon collège, qu'est-ce que je peux faire ?» Donc ça, c'est vrai qu'il y a ce côté-là. Mais de l'autre côté, la chose optimiste, c'est qu'il y a une envie d'agir, il y a une envie de faire des choses. Et pour moi, le passage à l'action, la mise en mouvement, c'est là que tout devient possible un peu. Et moi, mon optimisme, il vient du fait que je fais des choses en collectif. Et ça, je crois tellement à la force du groupe, la force des humains ensemble pour faire des choses. Vraiment, ça peut remuer des montagnes et c'est ce que je leur ai dit hier aux jeunes. En fait, regroupez-vous, même avec 2-3 amis. Vous avez envie de vous traiter un sujet dans le collège. Et ben, vous prenez ce sujet, vous allez en parler à un prof, vous allez en parler au CPE. Vous pouvez faire quelque chose, même des toutes petites actions. Donc c'est vrai que ça, c'est... moi, je pense que c'est ce qui me porte au jour le jour, le fait d'être en collectif. Sinon, je sais pas si je serais engagée comme ça. Dans les informations que vous m'avez envoyées en amont de cet entretien, je lis que vous êtes activiste pour la justice climatique et sociale depuis 2018. Quand est-ce qu'il y a eu si c'était un déclic, ou alors c'est quelque chose qui est monté en vous petit à petit, cette implication, elle vient d'où? Elle vient de quelqu'un? Elle vient d'un contexte?
Ouais, elle vient d'un contexte, il y a eu plusieurs choses. La première que je dis toujours, c'est des rencontres. Moi, j'ai rencontré des gens et échangé avec des gens qui avaient une prise de conscience plus forte que la mienne et qui m'ont fait changer. Et du coup, c'est vraiment grâce à beaucoup d'amis que j'ai fait cette prise de conscience. Et après, un des moments marquants, c'est que, je le dis beaucoup, mais moi, j'ai fait partie de cette génération Greta Thunberg en 2019 qui a commencé à prendre de la place et à organiser des marches et des grèves pour le climat en France. Et moi, j'ai pas du tout une culture militante. J'ai pas du tout des parents qui étaient engagés politiquement. Je viens d'un petit village rural en Dordogne. J'avais une culture politique, mais pas de terrain militante. Et le moment où j'ai mis les pieds dans la rue, lors de ma première grève pour le climat en 2019, il y a eu un effet, je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Ces moments de liesse collective, de joie, un peu de transcendance, d'avoir des milliers de jeunes qui se réapproprient l'espace public et qui crient et qui scandent ce qui vient de leur cœur et de leur tripes. En fait, ça m'a vraiment fait quelque chose et c'est là que je me suis dit que je voulais être activiste. Vous correspondez complètement. Ouais, c'était ça que j'allais faire et j'allais pas m'arrêter, quoi. Je me permets de répondre également un petit peu à la question. Moi, ce qui me rend relativement optimiste, parce que j'ai entendu aussi à la radio, évidemment, en France, c'est que notamment les diplômés de grandes écoles, en parlant de ça, petite digression, j'ai oublié de dire que Faisal Abderrezek, vous êtes agrégé de lettres, enseignant agrégé de lettres. Je fais cette association d'idées avec les grandes écoles, ces étudiants qui ont besoin de donner du sens à leur vie. Oui. Et sur le marché de l'emploi, les gros salaires, évidemment, c'est toujours un argument, mais au-delà de ça, ces jeunes ont véritablement envie de s'inscrire dans une structure, qu'elle soit privée ou publique, qui donne du sens à leur vie. Ça, je le ressens beaucoup par rapport aussi aux jeunes que je peux rencontrer ici même en Roumanie et bien évidemment en France, je suppose que vous l'aurez ressenti. Hein. Donc vous êtes d'accord avec ça, hein. Oui, ça rend vraiment optimiste quand même, je trouve. Hein. Et puis même, on le voit, les entreprises, ça devient un vrai sujet en disant mais qu'est-ce qu'on va faire pour garder ces jeunes, aller les chercher. Donc c'est là, on sent qu'on fait bouger quelque chose complètement. Faisal Abderrezek, donc je disais, vous êtes enseignant. Je suppose que vous aimez toujours enseigner. Mais j'aime passionnément enseigner. Je ne fais que ça. Alors moi, ma question, c'est qu'est-ce que vous aimez le plus, le son ou l'enseignement ? C'est indissociable. C'est indissociable pour moi. L'enseignement est une voie avant tout. J'enseigne le français, comme vous l'avez dit. Quand j'enseigne la radio, puisque je l'enseigne comme une discipline, eh bien, je continue à enseigner le français. C'est-à-dire que je rends vivante la possibilité d'écrire, de s'exprimer, de s'emparer de la langue, ce que permet incroyablement la radio. Et je ne fais que prolonger mes cours. Je pense que je ne sais à travers rien faire de l'association Partons à la campagne, mais et au sein de, je crois avoir lu que vous travaillez aussi pour le Clémy, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Hein, c'est l'éducation aux médias. Oui. Donc là aussi, évidemment, vous utilisez oui, c'est ça, l'outil radio. Le développement de la radio. Oui. Et en collège et lycée également? Alors, moi, j'enseigne en collège. D'accord. Où j'ai développé justement une option radio. Qui est votre collège? Léo Lagrange, le collège Léo Lagrange à Charleville-Mézières. D'accord. Dans le nord-est des Ardennes de la France. Et donc voilà, où j'ai développé cette classe radio qui interagit avec l'association parce que voilà, je ne peux pas à ce point être schizophrène quand même. Il faut que les choses puissent aller un petit peu dans le même sens. Et je crois que pour moi, vous parliez d'enseignement, mais c'est l'idée de l'accomplissement justement d'une jeune personne. Et c'est cet accomplissement-là. Ça remplit ma vie. Moi, je le travaille, que ce soit dans mon cadre professionnel ou dans le cadre de l'association, c'est exactement la même démarche. Exactement. Est-ce que vous diriez que vous êtes aussi un journaliste radio ou pas? Alors, je dirais que je suis plus libre
qu'un journaliste radio, sans vouloir vous... Ah non, mais alors là, il n'y a pas de souci parce que j'ai carte blanche à l'émission Le Micro du Soir, donc je me sens complètement libre. Alors, mais peut-être que c'est effectivement un privilège. Non, mais je vous dis ça parce que pour en avoir discuté avec des journalistes justement qui sont venus accompagner nos projets, voir ce que nous faisons à l'association, et moi j'ai une liberté énorme qui est celle du temps. Et je vois que vous aimez le prendre aussi ici. Donc c'est quelque chose qui me paraît mais absolument fondamental. Voilà, si on parlait de regret ou de pessimisme, moi c'est ça. C'est de devoir lutter contre une société qui n'a plus le temps. Et ce que nous faisons en radio, moi je ne fais pas d'interview, je fais des entretiens radio. Alors pas pour franciser le mot, mais parce que on est dans une discussion. Et donc contrairement aux journalistes, je n'ai pas de temps à tenir et je n'ai pas d'objectif à ma discussion. C'est-à-dire que je ne rencontre pas une personne parce qu'il faut qu'on parle de son rôle dans telle ou telle chose. Je rencontre une personne parce que, voilà, il se trouve que c'est intéressant de la rencontrer. Et souvent, dans nos pérégrinations d'associations, nous sommes dans les zones rurales en France et on prend des contacts. On prend juste quelques contacts dans le village. On vient s'installer pendant une semaine, une dizaine de jours en disant on va venir vous voir si vous voulez bien. On vient discuter avec vous, parlez-nous de votre vie. Et les gens nous orientent en disant « vous devriez voir Madame Machin, elle fait ceci, monsieur ». Et très souvent, on va voir la personne pour la raison qui nous a été dite et on monte un entretien qui n'a strictement rien à voir parce que cette raison-là va très vite s'effacer devant une rencontre beaucoup plus intime et beaucoup plus intéressante. Donc j'ai cette totale liberté d'aller chercher les gens. Ça prend 3 heures. Et si à la fin je veux le monter en 17 minutes, ce sera 17 minutes. Quoi. C'est quelque chose de fabuleux de pouvoir faire ça. De pouvoir prendre son temps. Ce que vous venez de dire me touche particulièrement parce que je prône également un journalisme lent, que j'aime appeler lent, c'est-à-dire un journaliste qui prend le temps d'interroger et qui aussi respecte le temps des lecteurs ou des auditeurs sans essayer d'envoyer toujours de l'information n'importe quand, mais en privilégiant donc le temps des gens. Mais précisément, ça c'est une question à tous les deux, quand on voit l'accélération de notre société, qu'on est toujours dans une accélération de beaucoup de choses. Et là, je pense il y a une très belle série d'entretiens avec un sociologue allemand qui s'appelle Hartmut Rosa, qui parle beaucoup de ça, de l'accélération du temps. Et vous, comment, alors vous avez vos équipes et les gens que vous rencontrez et qui sont dans la même longueur d'onde que vous, je suppose que ça vous aide, mais on est dans des sociétés, alors peut-être que vous le ressentez moins en France, mais en tout cas ici à Bucarest, même si j'adore cette ville personnellement et ce pays, on est un petit peu, on se sent parfois sans protection et sans regard critique par rapport à l'accélération des choses et aux nouvelles technologies qu'il faut absolument intégrer quoi qu'il en coûte. Alors peut-être qu'en France, vous vous sentez il y a plus de protection par rapport à ça, mais tout de même, il y a une modernité qui dit que le temps, non, on n'a pas trop le temps de le prendre et il faut aller vite. Vous, personnellement, comment vous vivez ça ? Moi, le temps de l'activisme, c'est un temps qui n'a pas le temps. Ça, c'est évident. Moi, c'est un des gros sujets et moi, c'est l'une de mes problématiques personnelles. Comment est-ce que je ralentis et comment est-ce que je prends le temps ? C'est une machine infernale. En fait, il y a tellement de sujets sur lesquels il y a des problèmes et sur lesquels on a envie de travailler. Moi, je suis quand même assez fascinée de voir que dans le milieu dans lequel je suis, et j'ai 27 ans aujourd'hui, j'ai beaucoup d'amis qui ont fait ce qu'on appelle des burn-out militants. Parce que l'engagement prend trop de temps, trop d'énergie et trop lourd. Il y a entendu parler du burn-out militant. Le burn-out militant. Et c'est un vrai sujet, en fait, parce que la notion du soin, de ralentir, de prendre le temps, est assez peu présente, en fait, dans ces milieux. Puis c'est quand même violent, quoi. On s'attaque tous les jours à des problématiques hyper difficiles, on se prend des murs, on perd beaucoup, on va pas se mentir. Moi, j'ai appris à savoir ce que c'était que de perdre et de gagner peu de nos combats.
Donc c'est quand même pas très simple psychologiquement pour certains et certaines d'entre nous. Et quand j'ai des amis qui font des burn-out pour ça à notre âge, je me dis qu'en effet il y a un problème. Donc moi c'est un vrai apprentissage que j'essaie d'avoir, de ralentir, de prendre le temps. Et un exemple c'est que par exemple je suis venue à Bucarest en train parce que je ne prends plus l'avion. Et donc j'ai pris le temps de prendre le train, de voyager en train, de traverser l'Europe pour venir jusqu'ici. Et ça m'a fait un bien fou. Mais c'est un véritable sujet. Et pour moi aussi c'est compliqué de prendre le temps. J'ai du mal. Vous, Faisal ? Alors, j'ai du mal à prendre le temps personnellement parce que je veux faire beaucoup de choses. Parce qu'également, vous avez envie de faire beaucoup de choses. Voilà, c'est ça, tout simplement. Effectivement, il y a des moments où les choses se télescopent forcément. Donc ça, c'est des moments difficiles où, voilà, on se dit, j'aurais peut-être dû faire le tri à un moment, mais j'en suis pas capable, donc c'est tout, voilà. Mais moi, je pense que ce qui est important pour moi, c'est que le temps soit pris dans les réalisations que je fais. Et c'est là, ce temps peut-être que je prends à d'autres aspects de ma vie, je le rends dans cette manière-là, en se disant ben voilà, je pense que c'est la même chose pour vous dans le militantisme, c'est mais qu'est-ce qu'on construit ? C'est ça l'idée. Et on a tendance, peut-être avec la façon dont on regarde le monde aujourd'hui, à voir les choses de manière séquentielle. On est en train de vivre une séance, là, à un moment, à un endroit. Mais quelle est la place de cette séance dans un tout ? C'est vraiment ça. Je me dis, j'ai toujours ces petites voix quand j'enseigne, par exemple, où je me dis, bon, on se revoit demain. On se revoit demain. Tout n'est pas à jouer là, maintenant. Et on a le temps de faire les choses, de les construire, d'y revenir. Peu importe si on passe plus de temps que prévu sur quelque chose, si à un moment c'est intéressant, alors faisons-le. C'est ça qui compte. Et pour en revenir à la voix, je pensais justement en vous écoutant sur l'idée de prendre le temps. Je lutte contre mes élèves quand ils veulent monter un son et qu'ils veulent l'expurger de toute hésitation, de tout silence, comme les modèles de certaines radios qu'ils écoutent. Mais, et je dois leur expliquer vraiment être vraiment insistant pour que on ait le temps, justement, et que, justement, cette hésitation, on la garde. C'est là aussi, peut-être, que je suis un petit peu à contre-courant. Je suis très content de vous entendre, parce que c'est exactement ce que je dis aussi aux très bons ingénieurs du son de RFI Roumanie. Mais je leur dis, mais quand il y a des silences, mais laissez-les, je les adore. Et les hésitations, évidemment, sont magnifiques en radio. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Tout à fait d'accord. Et c'est peut-être là qu'on restaure le temps, finalement. Oui, tout à fait. Et avec là vraiment une question encore plus personnelle, comment vous faites avec votre smartphone ? Quel rapport vous avez avec lui ? J'ai un rapport de très grande proximité. Je sais pas quel est le mot, mais oui, je suis très dépendante de mon téléphone. Et dans nos actions et dans la manière aussi dont mon travail se fait, on utilise énormément les réseaux sociaux et en fait, nos bénévoles, on les mobilise grâce à nos téléphones et tout. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se font sur le digital. Mais par contre, je suis absolument convaincue, et ça, c'est dans l'ADN du bruit qui court, que le fait de créer des espaces collectifs en vrai, c'est ça qui fait que c'est beau et que les choses se passent. Et donc, on a vraiment aussi une attention très forte à se retrouver, se rassembler en présentiel, créer des espaces en vrai pour nos bénévoles. Et c'est ça qui fait pour moi que les gens restent. Parce qu'en fait, si c'était que en ligne, on n'aurait pas, il n'y aurait pas cette envie, je pense, des personnes de faire des choses avec nous. Faisal ? Alors, je suis plus sollicité que je ne le voudrais par cet appareil, mais je n'ai pas de réseau social personnel, donc déjà, je suis à l'aise avec ça. On a le seul réseau social. C'est une grande différence. Ah oui, c'est celui de notre association. Voilà, donc c'est la seule raison pour laquelle j'utilise. Et puis, bon, je suis encore, je sais pas si c'est générationnel, mais adepte de l'ordinateur, si j'ai besoin de travailler. D'ailleurs, c'est assez surprenant, je sais pas si vous l'avez remarqué aussi, dans les lycées et les collèges en Roumanie, à quel point les élèves travaillent en permanence avec le téléphone portable à la main. C'est un support de prise de notes, c'est le mini-ordinateur de recherche. Je suis incapable de faire ça. Au début, ça m'a vraiment dérouté de se dire, voilà, mais tout est prêt sur téléphone.
francophone. Voilà, moi généralement c'est plutôt là que les informations arrivent, mais je suis peut-être même certainement beaucoup plus dépendant à mon ordinateur qu'à mon smartphone. Oui, c'est ce que je vous disais, moi, par rapport à ce que vous dites sur ce qui se passe ici, il y a peu de filtres, c'est-à-dire que tout ce qui est nouveau, il faut l'intégrer et puis et on se pose pas de questions. La Roumanie, justement, alors je sais, vous aviez un rapport là très... mais j'aime bien les premières impressions, je trouve qu'elles donnent de bonnes impressions, hein, les premières, et en tout cas bonnes, justes. Comment vous le sentez, ce pays où, Faisal, vous êtes allé à Buzău, donc d'abord à Buzău, après Constanța, hein, c'est ça, vous avez fait Buzău, Constanța, Bucarest. Je sais pas, votre sensation sur le pays, sur ces gens, ça c'est une réponse que les auditrices et auditeurs vont attendre avec impatience. Alors, un vrai rapport affectif. Mais immédiat, c'est-à-dire que là aussi, notre association, on a décidé de venir en Roumanie sur une quasi-intuition, une espèce d'envie de se dire mais oui, ce pays nous attire, quoi. Tout simplement, on était bien en peine des fois d'aller expliquer très clairement pourquoi. Voilà. Parce que pays latin en Europe de l'Est, pays latin en Europe de l'Est, des choses comme ça un petit peu voilà, vagues. Ces espèces de choses, parce que ma génération, on a vécu les événements de 89 comme une espèce de prise de conscience politique. Moi, ça fait partie des choses. C'est dans le même continuum avec la chute du mur de Berlin, c'est des images historiques que j'avais 15 ou 16 ans qui m'ont marqué à tout jamais. Et c'est vrai qu'on a découvert à ce moment-là ce pays qui était francophone, ces gens qui intervenaient dans les journaux télévisés en français, qui menaient une lutte ça a été pour moi quelque chose qui m'a marqué et qui fait que je me retrouve sans doute aussi aujourd'hui ici. Et je m'y sens bien nous, parce que quand on y est allé en association cet été, on s'est tout de suite senti bien dans ce côté chaleureux. C'est pas du tout péjoratif dans ma bouche parce que je suis vraiment comme ça, un peu foutraque. Moi, ça me plaît beaucoup pour avoir beaucoup voyagé à l'Est parce que voilà, c'est des pays aussi qui m'attirent. C'est intéressant, mais beaucoup plus rude. Ah oui, donc vous connaissez... Ah oui, j'ai voyagé en Serbie, dans d'autres pays, ou même des pays, comme les pays baltes où les relations sont rudes. Et j'ai eu des discussions là-dessus avec des gens. Ici, c'est tout de suite très accueillant. On est en tant qu'étranger, on dit bonjour en roumain comme on peut, et au bout d'une minute, l'anglais est clair, et on n'a même pas trop la sensation d'avoir à s'excuser. Moi, je trouve toujours assez gênant d'aborder tout le monde en anglais, comme si ça allait de soi. Mais finalement, les gens comprennent, oui, bienvenue, on va se parler en anglais, ou en français quand les gens peuvent, évidemment. Mais oui, il y a vraiment un sentiment de bien-être. C'est rigolo, c'est joyeux, moi, je pense, dans l'idée. Ouais. Ah, ouais. Julie également. Ouais, moi c'est la première fois que je viens en Roumanie et que j'étais jamais allée dans ce coin-là de l'Europe. Donc grande découverte pour moi. Et pareil, la première chose, moi, c'est la chaleur humaine et la convivialité. J'ai trouvé les gens tellement gentils, les gens adorables en fait dans tous les espaces où j'allais, parce qu'en plus je voyageais toute seule. Donc ça marquait les gens me posaient la question. Vous parlez de Bucarest, vous parlez de... Oui, en arrivant, même dans le train, vraiment les gens, parce que j'ai pris le train de nuit du coup plusieurs fois, en expliquant mon voyage toute seule, et puis des fois juste quand j'attends pour un ticket de métro, quelque chose, il y a quelqu'un qui vient me parler. Enfin, je trouve qu'il y a en effet une chaleur humaine, une grande convivialité, et un très bel accueil des touristes. Quand je vois comment on accueille les gens parfois à Paris, je me dis waouh, ici c'est pas la même chose. Et je crois que j'ai aussi été marquée par en effet la diversité. En fait, j'ai l'impression que cette ville regorge de tellement de choses, que ce soit quand on lève les yeux et qu'on regarde l'architecture. J'ai été marquée de voir des bâtiments mais complètement différents dans une seule rue, de voir des gens avec des styles vestimentaires hyper différents dans un seul endroit, avoir une langue aussi qui est différente que je connais pas. Enfin, je trouve aussi une grande diversité, je sens plein d'inspiration en fait de plein de choses d'ailleurs qui font que c'est unique, quoi. Donc, mais je suis très contente de découvrir ce pays. Mais ça fait très plaisir d'entendre ces témoignages à un amoureux de cette ville, de Bucarest. Je vous remercie. Et j'espère ne pas être le seul, parce que un peu plus récemment, mais entendre des Bucarestois dire « j'aime ma ville », c'est pas évident.
Alors, je l'entends personnellement un peu plus, mais c'est vrai qu'il y a un rapport assez, on va dire, particulier avec cette ville qui a une ville un peu meurtrie, hein, qui a été en grande partie détruite par un dictateur qui a vécu des séismes et donc qui reste avec ces marques du passé, mais qui sont, comme vous le dites, des marques très touchantes aussi. Oui, c'est une ville très, très attachante. Écoutez, moi, je voudrais vous dire merci, hein, encore une fois, pour être venu ici au studio de RFI Roumanie à Bucarest. Merci. Quelque chose à ajouter, d'informations ou autre? Ah, peut-être s'il y a sur vos sites respectifs, peut-être ce que vous avez fait en Roumanie, où on pourra le voir ou l'entendre, ça c'est possible, non? Ah oui, tout à fait, oui. L'association, donc votre association fait ça, je rappelle, c'est Partons à la campagne. Et vous avez un site également? Voilà, Radio Palc, tout simplement. Voilà. Radio, PALC, en un seul mot. Palc, hein? Voilà, Palc, Partons à la campagne. PALC. Voilà, Radio Partons à la campagne. Voilà, d'accord, Radio Palc. Et là, ce que vous avez fait en Roumanie aussi pourra être tout à fait, oui. Ce qu'on a fait cet été est déjà disponible, bien sûr. Ah, très bien. Et ce qu'on est en train de faire le sera aussi, oui. Et sinon, on peut nous suivre aussi sur Facebook. Partons à la campagne, on nous trouve facilement. Oui, en Roumanie, Facebook est encore très... c'est le réseau social le plus utilisé encore. J'ai bien fait de vous poser la question. Voilà. Donc, voilà. Et Julie également, oui, pareil, sur les réseaux sociaux du bruit qui court, ou les miens personnellement aussi, Julie Pasquet 6, je crois, sur Instagram principalement. Oui, mais attention, parce qu'on ne va pas trop vous embêter. Oui, mais c'est vrai que Non, mais je raconte mon voyage, je vais vraiment raconter mon voyage en montrant aussi aux gens ce que c'est que de voyager en train et prendre le temps. Instagram de Julie Pasquet. Ouais. Et je raconte mon voyage. Vous avez le voyage. Bon, très, très bien. Julie Fessal, merci infiniment d'avoir pris le temps d'être avec nous, avec RFI Roumanie. Ça a été un plaisir. Merci. Merci à vous. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est tout pour ce soir. Nous vous souhaitons un excellent week-end. Week-end placoute. Au revoir.